dialogue entre les deux, et c'est ça que j'avais beaucoup apprécié dans ces ouvrages-là. Et puis donc voilà, on va donc t'accueillir et t'écouter, et puis après on aura une petite discussion. Merci. Oui, je vais garder le micro comme ça me permet de déambuler, et je préfère en fait. Voilà. Donc merci d'être là, j'allais dire si nombreux, mais si en fait, mais nous pâtissons de la concurrence de Cérémania sans doute, dont la cérémonie clôture est prévue pour dans une demi-heure, je crois à peu près. Et pourtant c'est dommage parce que une des séries qui fait beaucoup parler d'elle pendant ce festival, c'est Le problème à trois corps. Et on aurait très bien pu parler de cette série ici, dans un rapprochement art et sciences, à considérer que les séries sont une forme d'art, ce qui est possible. On aurait pu parler du contenu scientifique de cette série. Mais bon, on va plutôt partir sur d'autres choses. On va d'abord se mettre sous le patronage de Léonard de Vinci. Quand on pense art et sciences, c'est forcément à lui qu'on pense. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. Voilà, et donc on va apprendre à voir. Avant de vous expliquer un petit peu en détail ma démarche, comment je procède et comment je fonctionne, je vais tout simplement partir sur un exemple. On va pouvoir jouer à ça régulièrement, à savoir, est-ce que vous reconnaissez l'artiste en question? Vermeer, voilà. Donc ça s'appelle La Vue de Delft, sa ville natale, et où il a vécu longtemps. De Vermeer, on connaît surtout des portraits, donc c'est l'officier, la jeune fille, c'est le géomètre, c'est évidemment la jeune fille à la perle, la laitière. Et il y a un tableau qui est une vue extérieure, et c'est celui-ci. Ceux qui ont lu Proust ont déjà entendu parler de ce tableau. Je ne sais pas si quelqu'un a lu Proust ou au moins a entendu parler. Donc, on est dans La Prisonnière, le tome 5 à la recherche du temps perdu. Et donc, il y a un écrivain qui s'appelle Bergotte, qui entend parler de ce tableau, qu'il pensait très bien connaître. Entre guillemets, Proust considérait ce tableau comme le plus beau du monde. Rien que ça. Et donc, dans l'histoire, dans le roman, Bergotte retourne voir ce tableau, s'installe devant, et en fait tombe... Ah non... Utilisons plutôt les diapos. Et en fait, tombe en pamoison devant... J'arrive pas... Si, là. Devant le petit pan de mur jaune. Il tombe tellement en pamoison là-dedans que, en fait, il en meurt. Alors, on ne va pas tout à fait faire ça, nous, mais malgré tout, c'est un peu ça l'idée. C'est dans différentes œuvres d'art, on va chercher un petit pan de mur jaune qui va être une sorte de porte d'entrée vers une histoire scientifique. Donc, dans ce tableau, mon petit pan de mur jaune, ce sont ces bateaux-là. Là, on est sur le canal à la sortie de la ville. Ici, on a une barge, qui est pour des passagers. Ça permettait, via un canal, de descendre et de rejoindre Rotterdam et puis un peu plus bas, le Rhin. Là, on a une église qui est sans clocher. Ça permet de dater un petit peu le tableau, parce qu'on sait que cette église a été construite en 1660. S'il n'y a pas les cloches, c'est qu'on est à peu près dans ces eaux-là, quoi. Et ce qui m'intéresse, c'est ces deux bateaux-là. Pourquoi ils sont intrigants? Parce qu'ils sont intrigants. Ils devraient intriguer beaucoup de gens, en tout cas. Donc, il s'agit de 3 mâts. Là, ils sont amarrés pour réparation, ce qui fait que tous les mâts ne sont pas apparents. On en voit un qui est en train d'être démonté, mais ce sont les 3 mâts. Et le souci, ce qui est intriguant, c'est que ce sont des bateaux qui sont dédiés à la pêche au hareng. Or, là, on est au milieu du XVIIe siècle. Si on était un siècle auparavant, ça aurait été impossible. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, la pêche au hareng a été l'apanage des Norvégiens, beaucoup plus au nord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un refroidissement important, un petit âge glaciaire. Ça s'est traduit par quoi? Par une avancée des glaces et par une descente des bancs de hareng des côtes norvégiennes jusqu'au
aux côtes des Pays-Bas. À l'époque, on parlait plutôt de provinces unies. Ce qui fait que les Hollandais se sont adaptés. Ils ont armé des bateaux pour pêcher le hareng. Et en fait, ils ont fait fortune. Ce qui leur a permis ensuite de constituer ce qu'on appelle la Compagnie orientale des Indes. Je prends mes notes un petit peu. Mais voilà, donc la science là-dedans, elle va se nicher dans ce petit âge glaciaire qui fait qu'à partir du... C'est pas très clair, on ne sait pas exactement où situer le début de cette période, ni même la fin d'ailleurs, mais il se trouve qu'il y a eu un refroidissement. C'est perceptible dans les tableaux, je ne sais pas, vous avez peut-être en tête ces tableaux de Bruegel où on voit des gens patiner sur des lacs gelés, etc. Quelques décennies auparavant, ça aurait été impossible, impensable, parce qu'on était plutôt dans un régime climatique qu'on appelait l'optimum climatique du Moyen-Âge. Mais tout d'un coup, il y a eu ce coup de froid. Les Hollandais en ont profité, ils ont fait fortune, ils ont envoyé des bateaux à travers le monde via cette Compagnie orientale des Indes. 3 cousins de Vermeer en faisaient partie d'ailleurs. Ça s'est traduit par du commerce intense avec la Chine, par exemple. Et si vous allez à Delft aujourd'hui, par exemple, vous aurez une porcelaine un peu blanche et bleue qui est typique de la ville. Et en fait, ça date de cette époque-là. On a rapporté de Chine le secret de cette porcelaine. Et donc, voilà. Donc tout ça à cause d'un épisode climatique important. On ne sait pas trop en fait expliquer la raison de ce petit âge glaciaire. Certains parlent de modification du Gulf Stream, d'autres évoquent une baisse de l'activité solaire, ou encore d'autres incriminent le volcanisme. Entre parenthèses, on pourrait écrire un livre entier sur l'influence du volcanisme sur l'art. Pardon. Décidément. Par exemple, vous avez peut-être en tête le cri de Munch. On pense que le ciel flamboyant derrière est en fait le résultat d'une éruption violente du Krakatoa en Indonésie qui aurait envoyé dans toute l'atmosphère des particules qui auraient influé sur la luminosité. Mais il y a bien d'autres exemples qu'on pourrait citer. Donc voilà. Voilà à peu près ce que je cherche à faire dans mes chroniques et quand je parle en public. C'est dans une œuvre d'art, dénicher un petit pan de mur jaune qui n'est pas fatal, mais ouvre la porte vers une petite histoire de science. C'est une façon de rapprocher l'art et la science, 2 domaines qui, pendant en fait très longtemps, ont été jumelés. On pense à, donc tout à l'heure, je parlais de Léonard de Vinci, mais si on remonte plus loin, Pythagore, par exemple, Galilée, Descartes, il n'y avait pas vraiment de distinction entre les deux. Puis à un moment donné, vers le XVIIe, à peu près, les 2 champs disciplinaires se sont vraiment séparés. Alors on pourrait incriminer l'augmentation de la quantité de savoir, ce qui fait qu'on pouvait difficilement embrasser les 2 carrières. Mais voilà, le fait est que les 2 domaines se sont séparés. Et puis depuis quelques décennies, on a constaté des passerelles qui ont été jetées entre les 2 domaines. Ça passe, par exemple, l'exemple le plus traditionnel, et je crois que ça faisait l'objet d'une présentation tout à l'heure dans une des salles, c'est l'analyse scientifique d'œuvres d'art pour, par exemple, étudier les pigments ou, par des infrarouges, essayer de déterminer ce qui se passe en dessous pour identifier des repentis, par exemple. Ou, un exemple, c'est les Noces de Cana de Véronèse au Louvre, qui, après examen, a conduit à la modification d'un drapé qui était rouge, et en fait on lui a redonné sa couleur initiale qui était plutôt verte, par exemple. Et on ne compte plus aujourd'hui les œuvres d'art qui sont passées au prisme des synchrotrons, des examens minutieux au spectromètre et des choses comme ça pour essayer d'en savoir un peu plus sur l'œuvre d'art. Donc ça, c'est une façon de tisser des liens entre art et science. Une autre, qui est un peu plus récente, c'est la façon dont différents scientifiques s'emparent d'outils scientifiques pour en faire leur moyen d'expression.
des artistes créent des œuvres avec de l'IA, par exemple. Des artistes créent des œuvres avec des outils informatiques, même avec des automates cellulaires, par exemple. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je vous renvoie à des chroniques de Jean-Paul Delay qui est dans la salle, vous pourrez avoir plus de détails là-dessus. Ça peut être même en génétique, par exemple. On a vu des artistes s'emparer de la génétique pour créer des œuvres d'art. Ou, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça avait un peu défrayé la chronique, un certain Eduardo Cac avait désigné comme œuvre d'art un lapin qui avait été transformé avec le gène d'une méduse fluorescente, et en fait le lapin était fluorescent, vert. Et cet Eduardo Cac avait dit « ceci est une œuvre d'art ». Un petit côté Duchamp dans l'esprit, mais voilà. Une autre façon de tisser des liens entre art et science, c'est par exemple le nombre d'institutions scientifiques qui ont désormais des résidences d'artistes. Le CERN, le CNRS, l'Institut Curie, etc. Où l'idée est de faire cohabiter artistes et scientifiques, de les faire discuter, de les faire se rencontrer, de leur faire confronter leurs points de vue pour faire un pas de côté, envisager le monde différemment, par exemple envisager... c'est très prégnant en écologie, par exemple en environnement, où les scientifiques vont voir des choses différentes. Et à l'inverse, les artistes vont adopter d'autres façons de voir le monde, et chacun va se nourrir de l'autre pour modifier sa pratique. Ce qui renvoie un petit peu à des idées de points communs entre les deux. Par exemple, dans les deux domaines, art et science, la créativité est très importante. Chacun va imaginer quelque chose. L'un, ça va être une hypothèse qu'il va vouloir tester. L'autre, ça va être imaginer une œuvre pour avancer un peu plus dans le champ des possibles, par exemple. Dans les deux cas, il y a aussi une sorte de recherche de l'assentiment du public. Chez les scientifiques, c'est la recherche de ses pairs, pour commencer. Chez les scientifiques, il y a la recherche de plaire au public, par exemple. Donc il y a un petit peu un point commun là-dedans. Et voilà. Et puis au milieu de tous ces ponts, de toutes ces passerelles, il y a ma façon de faire, qui emprunte un petit peu à tous ces domaines-là, mais qui est plus comment dire, voilà. Bon. Avec un peu de présomption, l'idée c'est de rapprocher des choses qui devraient être en fait unifiées, à savoir l'art, la science et en fait la culture. Quand on regarde aujourd'hui dans un dîner en ville, ne pas avoir vu tel film, pas avoir vu tel livre, c'est pas possible, c'est inavouable. En revanche, l'inculture en sciences, ça passe très bien. Ça passe par « oh, j'ai rien compris » et c'est pas grave. Et en fait, à ma modeste échelle, mon ambition, c'est d'essayer de combler cette lacune, de faire en sorte que la science rejoigne le corpus de ce qu'on appelle la culture générale. Et ça me paraît très important aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde où la science est omniprésente. Il suffit de regarder nos smartphones, il suffit de regarder les débats qui agitent en ce moment la Commission européenne sur ce qu'on appelle les NGT. Donc l'idée, c'est pas forcément d'avoir un avis. Si, en fait, on nous demande d'avoir un avis là-dessus. L'idée, donc, c'est pas tout à fait d'avoir une expertise dans ce genre de domaine, mais c'est d'avoir un petit peu à l'esprit qu'est-ce que c'est que la science, comment ça marche. Et pour le coup, le Covid-19 nous l'a bien montré. Les lacunes dans ce qu'est la démarche scientifique, dans ce qu'est la science, a conduit à des dérives assez importantes. Voilà. J'arrête avec les grandes théories, les grands principes, et je vais en revenir à des exemples. Alors, je ne sais pas s'il devait être là, mais je pense qu'il n'a pas pu rentrer. Je voulais vous parler d'un régional de l'étape, à savoir Nicolas Vizet, qui travaille ici, qui travaille au LASIR, qui est le laboratoire avancé de spectroscopie pour les interactions, la réactivité et l'environnement à l'Université de Lille. Et donc, il a beaucoup travaillé, beaucoup discuté, beaucoup échangé avec une artiste qui s'appelle Karine Bonneval. Et
un des résultats, c'est ça. Ça s'appelle Berkanan. Berkanan, c'était le nom d'une rune celte qui désignait le bouleau. Et là, on voit que l'œuvre consiste en fait en une fontaine à sève de bouleau, donc un liquide qui est paré de 1000 vertus médicinales. Quand on regarde de plus près, la fontaine reprend la forme des chatons du bouleau. L'idée de l'artiste, c'est de considérer l'arbre, d'abord, c'est un petit peu de le réhabiliter, parce qu'on a tendance forcément aujourd'hui à associer bouleau à allergie, alors que fut un temps où c'était un arbre plutôt vénéré. Dans le calendrier celte, c'est le premier arbre qui est cité. Et donc voilà, elle essaie de réhabiliter cette essence. Et en échangeant avec Nicolas Visé, l'idée est apparue plutôt que de considérer les bouleaux dans leur ensemble, c'est de les considérer dans leur individualité. Et ça s'est traduit au Lazire par une thèse qui est en cours, et elle consiste à étudier les différents bouleaux, leur production de pollen, en fonction de l'endroit où ils sont. Avant, on considérait les bouleaux comme pénibles et forcément désagréables. Là, on va voir dans quelle mesure, s'ils sont en pleine forêt, s'ils sont en ville, s'ils sont même, je crois qu'il y en a un qui est étudié sur le campus même de cette université, de voir dans quelle mesure la pollution, l'environnement influent sur la libération du pollen et donc influent sur son pouvoir allergisant. Rendez-vous dans 2-3 ans, la thèse vient de commencer pour avoir les résultats. Autre collaboration avec Nicolas Visé et Karine Bonneval, ils se sont livrés à ce qu'ils appellent des portraits de bouleau, qui consistent à prendre des extraits de pollen, à en tirer un liquide, et à le poser sur un disque de papier poreux, à faire ce qu'on appelle une chromatographie. Ça veut dire que tous les composés vont se déplacer différemment dans ce papier, en fonction de leur charge électrique, en fonction de leur volume moléculaire, etc. Et en fait, en faisant ça, les gens du Lazire ont constaté qu'il y avait une frange qui était inattendue, qui correspondait à un métal qui était inattendu. Et donc, ils se sont demandé si ce métal ne pouvait pas avoir une influence sur le pouvoir allergisant du pollen. Et là, c'est aussi un travail qui est en cours. Donc voilà. Donc ça, c'est un bel exemple d'interaction entre science et art, où du dialogue naît à la fois des œuvres artistiques et à la fois des travaux en sciences, une avancée scientifique. Faut que je surveille un peu l'heure, parce que j'ai l'impression de parler beaucoup. Et comme le temps nous est un peu compté, mais je compte sur vous pour me dire ça suffit, c'est trop long. Donc voilà. On va revenir à des exemples plus proches du Vermeer dont je parlais un petit peu avant, avec ce tableau-là. Bon, le titre est facile, ça s'appelle Le Moulin. Il est à Washington, à National Gallery Washington, plutôt bien mis en valeur sur un mur, il est tout seul avec un joli cartel. Et en dessous, il y a forcément le nom de l'artiste. Je vous pose la question. Non. Alors, il est écrit Rembrandt dessus. Donc, on considère que ce tableau est un Rembrandt. J'ai dit on considère parce que tout le monde n'est pas d'accord. Et donc là, pour éclairer ça, on va faire un peu d'anatomie du moulin. Un moulin, c'est en haut, vous avez ce qu'on appelle un arbre dans lequel sont fichées 4 verges, et sur ces verges sont fixés, arrimés, des barreaux. D'accord? Vous voyez un petit peu? Je ne sais pas si vous avez déjà vu un moulin récemment. Enfin, en tout cas, ça ressemble à ça, un moulin. Dans l'Europe du Sud, et en France notamment, sur cette verge, les barreaux sont de même longueur à droite et à gauche de la verge. Donc les ailes sont symétriques. En revanche, en Europe du Nord, quand vous prenez l'aile qui est en bas, les barreaux partent vers la gauche, en général, et même tout le temps en fait. Pourquoi tout le temps? Parce que
Il se trouve qu'en Europe du Nord, les arbres sont un peu soumis à des climats un peu équivalents, et donc il y a une sorte de torsion dans les troncs, dans les fibres végétales, dans les fibres du bois, qui fait qu'on est un peu tenu de respecter cette disposition des fibres pour pas la contrarier dans le mouvement de rotation du moulin. Ce qui fait qu'en Europe du Nord, la plupart des moulins, tous, tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, d'une part, et quand on prend l'aile du bas, les barreaux vers la gauche. Quand on regarde ce moulin, en fait, on a un souci, c'est que les barreaux partent vers la droite. Et c'est très inquiétant, c'est très étonnant, parce que je ne sais pas si vous connaissez le métier du père de Rembrandt, mais il était meunier. Ça veut dire que Rembrandt, dans sa jeunesse en tout cas, il a passé son temps au milieu des moulins que son père visitait. Donc on peut dire que des moulins, il sait à peu près à quoi ça ressemble. Celui-là, on l'a identifié comme étant celui d'une ville qui s'appelle Kildare. On est allé voir. Le moulin est dans le bon sens normalement. L'aile en bas, les barreaux partent sur la gauche. Là, on part sur la droite. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce que je vous raconte, c'est des hypothèses de spécialistes. Hein. Tout n'est pas encore complètement vérifié, avéré, démontré. Mais on suppose qu'en fait, ce ne serait pas forcément un Rembrandt. Parce que Rembrandt avait fait aussi une gravure de son moulin. Et je vous rappelle le principe de la gravure. On prend une plaque soit de bois, soit de métal, qu'on va graver donc, qu'on va ensuite enduire d'encre par exemple, et on va appliquer une feuille dessus, et ensuite la faire sécher. Ce qui fait qu'on a une impression miroir. Exactement ce qu'on a là en fait. Et donc certains supputent qu'un des apprentis de Rembrandt serait parti de cette gravure et en aurait fait un tableau que vous avez sous les yeux. Et donc ce ne serait pas forcément un Rembrandt. Bon, à Washington, je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à changer le petit cartel sous le tableau, mais le doute, pour certains, est permis. Tout va bien jusque-là ? On reste dans des sciences assez accessibles, hein. Mais plus ça va aller, plus ça va se corser. Comme de toute façon, j'ai 3 heures devant moi. Voilà. Alors, on va revenir sur un petit peu d'histoire. Vous vous souvenez de 2008, ça avait été marqué par une crise économique assez intense, assez importante. Si on remonte un petit peu, en 2000, on avait eu le même genre d'épisode avec une bulle Internet. Donc en 2008, c'était la fameuse crise des subprimes. 2000, c'était la bulle Internet. Si on remonte, 1929, je ne vous raconte pas. Si on remonte encore, on a des crises financières en Angleterre, par exemple, en 1847, en 1836, en 1825, en 1810, en 1797. Ils n'étaient pas très doués quand même. Et en fait, si on remonte un petit peu, on va tomber sur ce que les historiens considèrent être la première crise économique majeure en Europe. Est-ce que vous savez sur quoi elle a porté ? Ouais, il y en a qui me lisent. Hein. Voilà. Elle a porté sur les tulipes. Donc là, on est dans un tableau qui date pas de cette époque-là. Là, on est sous le Second Empire, on est sous le pinceau d'un certain Jean-Léon Gérôme, qui est un peintre qui avait eu un petit succès à la fin du 19e. Et puis tout d'un coup, il est tombé dans l'oubli parce qu'il a un peu voué aux gémonies un courant artistique naissant, ne lui prédisant aucun avenir. Et en fait, c'était l'impressionnisme. Donc il est un peu passé de mode. Alors, pour comprendre ce tableau, il faut remonter un petit peu à l'histoire des tulipes. Voilà, parce que mon petit pan de mur jaune, il va être là. J'aurais pu prendre le pointeur, mais... Les tulipes, en fait, c'est né en Anatolie, et c'est arrivé en Europe grâce à un certain Ogier de Bousbecq, qui était ambassadeur de Ferdinand Ier auprès de Soliman le Magnifique, donc à Constantinople. Et donc, il a récupéré des bulbes de tulipes,
Ils sont arrivés en Europe, d'abord à Vienne, on les a repérés en 1554, puis ils sont arrivés progressivement jusqu'à l'Europe de l'Ouest, et notamment ils sont arrivés à la fin du XVIe aux Pays-Bas, où ils ont été acclimatés par un botaniste du nom de Charles de l'Écluse, qui avait fondé le jardin botanique de la ville de Leyde. Et d'un coup, sans qu'on puisse vraiment expliquer pourquoi, les Hollandais se sont entichés des bulbes de tulipes. Dans leur jardin, ils avaient déjà des pivoines, des lilas, des anémones. Et tout d'un coup, ils se sont vraiment pris de passion pour ces fleurs. Mais à tel point que les cours étaient phénoménaux. Un bulbe pouvait coûter le prix d'un immeuble, d'une belle maison à Amsterdam. C'était assez incroyable. Hein. Je vous rappelle qu'ils avaient beaucoup d'argent grâce au hareng. Donc ils pouvaient sans doute se permettre ce genre de folie. Alors, les fleurs qui avaient le plus de succès, qui répondaient, donc elles s'appelaient soit le vice-roi, soit la Semper Augustus, elles avaient la particularité d'être flammées. Alors, une tulipe flammée, bon, vous voyez tous ce que c'est qu'une tulipe. J'allais dire, vous prenez les pétales. En fait, une tulipe, ça n'a pas de pétales. C'est une fleur qui a des sépales et des pétales qui se ressemblent. Donc, du coup, on appelle ça des tépales. Et dans une tulipe flammée, les tépales sont bicolores, d'une part, comme s'il y avait des flammes qui les parcouraient de haut en bas. Et souvent, par ailleurs, elles ont le bord un peu frisotté. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de fleurs, ça existe encore aujourd'hui. Et donc, à l'époque, c'était la mode. Et donc là, ce chevalier, ce soldat protège une tulipe flammée. Alors, cette double coloration, ça a un terme technique qu'on appelle la variégation. C'est dû à un virus ARN, un peu comme le coronavirus, sauf que là, on est chez les fleurs. Et ça touche quand même pas mal de plantes. C'est transmis par un puceron. Et en fait, ce puceron, il est terriblement suivi aujourd'hui en Hollande parce qu'on a peur qu'il infeste les champs de tulipes actuels en Hollande. Aujourd'hui, si vous achetez des fleurs flammées, dont une variété s'appelle Rembrandt, tout en rond, c'est pas dû à un virus, parce qu'on n'a plus le droit de vendre des fleurs contaminées par des virus. En fait, ce type de fleurs est maintenant obtenu par des sélections naturelles. Enfin, pas tout à fait naturelles pour le coup, mais par sélection en tout cas. Et ça a duré quelques années, et cette folie s'est arrêtée d'un coup. On connaît la date, ça, pour le coup. Autant le début est un peu obscur, autant la fin est très nette. C'est le 6 février 1637. Les cours se sont effondrés complètement. Et ça a commencé dans la ville d'Haarlem. Alors, est-ce que c'est dû, par exemple, à la peste qui commençait à ravager la ville ? Possible. Je ne sais pas si, avec ce genre de menace, vous avez très envie de courir la ville pour acheter des fleurs à prix d'or. Mais voilà, donc ça a disparu d'un coup. Les économistes ne sont pas très au clair sur les conséquences, sur l'impact. Est-ce que c'est passé inaperçu ? C'est ce que pensent certains. Est-ce qu'au contraire, ça a gravement handicapé l'économie hollandaise ? C'est l'avis d'autres, on ne peut pas trancher. En tout cas, la question qui peut se poser, c'est est-ce que les Hollandais avaient retenu la leçon ? Pas tout à fait, en fait, parce qu'un siècle plus tard, le même scénario s'est reproduit, mais cette fois-ci avec des jacinthes. Voilà. On va continuer à jouer avec qui est le peintre mystère ? Turner, William Turner. Ça s'appelle la fête de l'ouverture des vendanges à Mâcon. Donc on voit des gens qui font la fête, voilà, il y a le pont qui donne sur la ville. Mais là, mon petit pan de mur jaune, il est plutôt éblouissant, ça va être le soleil.
Alors, donc là, on est au tout début du 19e, on est même exactement en 1803, c'est l'année où a été peint ce tableau. Et donc, William Turner, il est déjà plutôt célèbre, il est un habitué de la Royal Society of Art, l'Académie des Beaux-Arts, donc, qu'il fréquente depuis qu'il est tout petit, enfin très jeune. Et en fait, à cette époque, cette institution partage le même bâtiment avec une autre Académie royale, celle de sciences, la Royal Society of Science. Et au tournant des 18e et 19e siècles, une des stars de cette institution scientifique, c'est un autre William, c'est Herschel, qui a donné son nom à des télescopes célèbres, ce genre de choses. Et en 1801, il donne une conférence sur la composition du Soleil, qu'il a réussi un petit peu à étudier grâce à des filtres colorés. Donc c'est des solutions d'encre plus ou moins foncées qu'il a posées sur son télescope. Et donc il a réussi à déterminer, pense-t-il, la structure du Soleil. Donc selon lui, c'est un noyau solide, une couche un peu transparente, et enfin une espèce de coquille lumineuse à l'extérieur. Entre guillemets, il pensait qu'il y avait des habitants sur ce noyau solaire. Bon, je crois que ça a été infirmé comme idée. En revanche, si là-dessus, évidemment, il n'a pas été confirmé, en revanche, il a étudié ce qu'il appelle, lui, des trouées, c'est-à-dire des baisses de luminosité sur la couche extérieure. Et il est quand même le premier à avoir établi un lien entre l'intensité, l'ampleur de ces trouées et le cours du blé. C'est-à-dire que ces trouées, donc, qui coïncidaient en fait à une baisse de luminosité, se répercutaient sur le rendement des champs de blé qui baissaient. Donc, plus il y avait de trouées, moins il y avait de blé, plus les prix augmentaient. C'est quand même la première fois que ce genre de lien entre climat et prix des matières premières est établi. On est en 1800, on est soit à la fin du 19e, soit à la fin du 18e, soit au tout début du 19e. Alors, je l'ai un peu laissé supposer, ces trouées n'existent pas. On appelle ça des taches solaires aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est des baisses localisées de luminosité sur la couche extérieure du Soleil. D'accord ? Donc ça, c'est une chose de régler. En revanche, ce qu'il a aussi identifié à la surface du Soleil, c'est différents aspects qu'il a appelés des nodules, qui sont des espèces de petits agrégats, des ondulations et enfin des crêtes. Et quand on regarde attentivement le Soleil de Turner, on voit que son Soleil est décomposé en 3 zones. Une qui correspond à une qui a été un peu tamponnée avec un pinceau, l'autre avec un petit linge, et enfin l'autre un peu lissée de façon approximative. Et en fait, ça correspond exactement à la typologie de Herschel, à savoir les nodules, les ondulations et les crêtes. Est-ce que les deux se sont rencontrés ? Bon, outre la proximité des deux institutions qu'il fréquentait, c'est possible. Bon, on sait aussi que Turner fréquentait beaucoup les scientifiques de son époque. Il était très ami avec, par exemple, le paléontologue Richard Owen, qui c'est lui qui a inventé les dinosaures, entre guillemets. La mathématicienne Mary Somerville, le chimiste Humphrey Davy, et surtout aussi une autre grande star scientifique de l'époque, à savoir Michael Faraday. En fait, ils avaient l'habitude de discuter ensemble, je dirais presque de prendre l'apéro, devant un coucher de soleil. En fait, Faraday n'arrêtait pas de se plaindre auprès de Turner en disant « Ah, ce serait bien si les peintres étudiaient un peu plus la lumière, etc. » Bon, il se trouve que Turner, on l'appelait aussi le peintre de la lumière. Et quand on regarde son tableau, on a l'impression qu'il met un petit peu en défaut ce que venait de dire Faraday. Voilà, pour Turner. Le temps passe vite, le temps passe vite. Tout va bien toujours ? Si jamais vous avez des questions, vu qu'on est en petit comité, limite en mode intime, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions. Bon, j'insiste, n'hésitez pas. Alors, on va changer un petit peu de contrée. On va descendre, et puis d'époque aussi.
Tout à l'heure, j'en ai parlé en introduction, on s'était mis sous son haut patronage. Je vais parler de Léonard de Vinci. Donc là, on est en 1480. Il est un peu obligé de fuir la Toscane et Florence, parce qu'à cette époque-là sévit un certain Savonarole, qui est un peu strict en matière de mœurs, etc., puisqu'on est en pleine festival de séries, c'est lui qui avait inspiré dans Game of Thrones, je crois qu'il s'appelait Le Moineau, pour ceux qui avaient vu cette série. Mais peu importe, c'est pas ça qui nous intéresse là. Donc Léonard s'échappe de Florence et rejoint Milan, où il se met au service du duc Ludovic Sforza. Et donc à cette époque-là, il reçoit la commande de la confrérie de l'Immaculée Conception. En l'occurrence, il s'agit du panneau central d'un retable pour une nouvelle chapelle, où doivent figurer la Vierge Marie, son enfant, des anges et 2 prophètes. Et en fait, ça va donner ça. La Vierge au rocher, c'est celle qui est au Louvre. Du coup, ça ne correspond pas tout à fait à la commande. Il a remplacé les prophètes par un Saint Jean-Baptiste enfant. Et ce qui fait que les commanditaires ont refusé. On dit non, ce n'est pas du tout ce qu'on avait demandé. Et donc, du coup, va sortir de l'atelier une deuxième version qui est à Londres, cette fois-ci. On va comparer un peu les deux et voir ce qu'on dit. Donc, il faut d'abord préciser qu'à cette époque-ci, les artistes ne travaillent pas, surtout ceux qui sont célèbres, ne travaillent pas tout à fait seuls dans leur atelier. Ils sont plutôt à la tête d'armadas d'apprentis, de disciples, un peu comme aujourd'hui le sont les Jeff Koons et Damien Hirst, et l'était à l'époque Botticelli par exemple. Enfin, voilà, dès qu'on devient célèbre, on s'entoure d'une équipe à qui on confie l'essentiel du travail. Alors, des géologues se sont penchés sur les décors, en fait. Quand on regarde le premier, tout va bien, d'après les géologues. Il s'agit bien de grès, comme on peut en trouver en Toscane ou dans le nord de l'Italie. Donc, c'est une sorte de roche sédimentaire, sauf dans la partie... Je vais reprendre mon pointeur. Sauf dans la partie supérieure à droite. Bon, de toute façon, en même temps, c'est pas très... Les reproductions sont pas terribles, donc en fait, il vaut mieux aller au Louvre et regarder de près. Sauf en haut, on est plutôt dans une roche dite métamorphique, c'est-à-dire qui résulte du volcanisme. En y regardant de plus près, on voit les fissures qui sont apparues lors du refroidissement de cette lave, etc. Donc, au niveau géologique, ça marche. Quand on regarde les fleurs, ça correspond aussi à ce qu'on peut trouver à l'époque. Par exemple, on trouve des ancolies, par exemple, ou des cyclamènes, des iris. Comme on est dans un contexte un petit peu rupestre, d'ordinaire, on met plutôt une rose blanche pour illustrer la pureté du Christ, mais une rose à l'ombre d'une grotte, c'est pas très réaliste. Donc Léonard de Vinci a plutôt mis une prime vert. Ça marche mieux. Une plante qui pousse dans les espaces qui pousse à l'ombre. Maintenant, quand on regarde la deuxième, là, il y a des soucis. Toujours les mêmes géologues, on regardait ça, on dit, là, c'est pas du grès, on est plutôt sur du calcaire. C'est pas très logique dans ce coin-là. Dans les régions qu'on pouvait supposer que Léonard avait arpenté, c'est pas très logique. À l'arrière, on a une sorte de fjord qui n'est pas non plus typiquement italien, même si ça peut être le cas au nord des lacs glaciaires, comme le lac de Garde par exemple, mais pas avec des profils aussi escarpés. Au niveau des fleurs, il y a une jonquille dont la fleur est plutôt parfaite. En revanche, le feuillage n'est pas du tout réaliste. Ce qui amène donc du coup les experts à se poser pas mal de questions. Autant la première, on peut supposer qu'elle est vraiment de la main de Léonard de Vinci, autant la seconde, ils sont plusieurs à y voir celle plutôt d'un certain Ambrogio de Predis, un ami du maître, qui aurait contribué pour une large part à ce tableau-là. Mais bon, en tout cas, la confrérie avait bien accepté cette œuvre, donc tout était réglé, le contrat a été rempli.
À nouveau, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Bon, j'imagine que vous les gardez pour la fin. On va rester avec Léonard en partie, parce qu'on lui doit, on lui devrait la première anamorphose. Vous savez ce que c'est qu'une anamorphose? J'imagine. Donc c'est un jeu optique par lequel la perspective d'une image est distordue. Et donc elle n'apparaît que selon un certain point de vue. Une des plus célèbres, c'est celle qui apparaît là. Donc là, on est sur un tableau de Hans Holbein le Jeune, ça s'appelle Les Ambassadeurs. Et donc on distingue une forme un peu étrange sur le tapis. Et en fait, si le gardien vous autorise à le faire, là on est à Londres, si vous vous mettez l'autre côté, à ras du mur, vous verrez apparaître ça en fait. Une sorte de vanité. Donc ça c'est les anamorphoses les plus simples. On les appelle aussi directes. Et donc je disais que la première anamorphose connue serait due à Léonard de Vinci, c'est qu'il s'agirait d'une anamorphose d'un œil d'enfant qu'on trouve dans le Codex Atlanticus daté de 1485. Bon, après il y a des anamorphoses un tout petit peu plus compliquées. On parle d'anamorphose catoptrique où il faut un accessoire, genre un cylindre en miroir ou un cône en miroir sur lequel apparaîtra l'image qui est déformée à la base. Donc ça, c'est un Rubens qui a été anamorphosé, on peut le voir à Rouen. Au XVIIe, XVIIIe, on utilisait ce genre d'artifice pour cacher des images érotiques ou des caricatures. Bon, j'en ai pas trouvé, donc je suis désolé, ce sera un Rubens classique, basique. Il faudra vous en contenter. Et enfin, les anamorphoses les plus compliquées, les plus spectaculaires, ce sont les anamorphoses dites dioptriques. Et un exemple est au château de Versailles. C'est le portrait allégorique de Louis XV par Charles-Amédée van Loo, et donc ça a été peint en 1742. Est-ce que vous voyez le roi? Si vous me dites oui, je ne vous crois pas. On va commencer par vous décrire un petit peu ce qu'il y a là-dessus. Donc là, je parlais de portrait allégorique, on a ici la magnanimité, on a la vertu militaire sous les traits d'Hercule, on a la justice, on a, il faut que je reprenne maintenant parce qu'elles sont nombreuses là-dessus, on a l'intrépidité, on a la valeur héroïque, on a la vertu invincible et on a la générosité. Mais Louis XV, là-dedans, en fait, le peintre a un peu donné la clé en disant « ces vertus concourent à former la tête du roi ». Et en fait, pour le voir, il faut utiliser une lentille polyédrique à facettes qu'on insère dans un tube et à travers lequel on va regarder ce tableau. Et en fait, on verra apparaître le portrait de Louis XV en plein milieu. Ça s'apparente un peu à de la magie, ça, quand même. Enfin, c'est assez spectaculaire. Donc, par exemple, la magnanimité a prêté au roi sa joue, une partie de l'œil, une oreille et un sourcil. La justice a donné une partie de son œil aussi. Même le lion a donné un bout de sa fourrure pour former les cheveux. Rien n'a été laissé au hasard, en fait. La justice a fourni au visage de Louis XV une partie de l'œil, parce que rien n'échappe au regard de la justice. La valeur militaire a prêté sa bouche pour le commandement. Et donc ces anamorphoses dioptriques, en fait, ça nous renvoie un petit peu aux travaux d'un certain Jean-François Nicéron, qui s'était, lui, basé sur les travaux de Descartes, sur la réfraction, publiée, donc on est au milieu du XVIIe siècle, donc on est un peu avant, et donc dans son ouvrage La dioptrique. Juste pour rappel, un dioptre, c'est une surface qui sépare deux milieux différents, l'eau et l'air par exemple. Et donc la réfraction, c'est l'exemple typique de vous mettez un bâton dans de l'eau, vous allez le voir briser, ou une paille dans un verre d'eau, c'est pareil.
ça avait tellement déconcerté Descartes qu'il en était venu à mettre en doute ses sens. Et en fait, il en était même à supposer que si un simple bâton dans l'eau apparaît brisé, est-ce que nos sens ne nous trompent pas tout le temps finalement? Je vous laisse méditer là-dessus. En tout cas, Louis XV, lui, il a beaucoup aimé son portrait, parce qu'il s'est estimé satisfait, et très satisfait de son portrait un peu magique. Toujours pas de questions? Ah, merci Jean-Paul. En fait, il apparaît quand on le regarde à travers cette lentille qui va envoyer des bouts du tableau sur la rétine de façon différente, de façon distincte. Et en fait, le portrait, ça c'est une reconstitution informatique à partir de la lentille. Mais quand on regarde ce tableau à travers cette lentille, on le voit tel quel. Incroyable, hein? Pardon? Alors, elle est conservée à Versailles. Je ne suis même pas sûr qu'on l'ait de façon très précise. Ça avait été reconstitué à l'occasion d'une expo qui s'appelait La science à Versailles. Et il y avait pas mal d'informatique derrière quand même. Je ne sais pas jusqu'où ils avaient vraiment tout le matériel physique pour le faire. Mais ça s'est basé aussi sur les archives, ce genre de choses. Tout va bien? Personne ne dort? Bon, c'est très bien. Donc j'ai encore un peu de temps. Oui. On va rejouer au nom de l'artiste mystère, Michel-Ange. Donc là, on est dans la basilique Saint-Pierre, à Rome. Et en fait, c'est une statue qui a été vandalisée en 72, le 21 mai, par une sorte d'anarchiste qui est grimpé sur la statue et qui, à coups de marteau, a commencé à la détruire. Il lui a quand même donné 12 coups, hein, si je me souviens bien. Donc depuis, la statue a été restaurée d'une part, et d'autre part, elle est protégée par un blindage, par une vitre blindée. Et en fait, on peut se demander si le vandale, en se penchant un petit peu sur ce qu'il cassait, et s'il avait jeté un coup d'œil au Christ, s'il n'aurait pas pu être finalement arrêté dans son mouvement, interloqué par ce qu'il a vu. Parce que je vous demande de compter les incisives, il y en a 5. Comptez celle de votre voisin, pour ceux qui ont un voisin. Normalement, il n'y a que 4 incisives en haut. Là, on en a 5. Étrange. En fait, c'est pas si unique que ça chez Michel-Ange. Dans la chapelle Sixtine, cette fois, on a un démon qui a aussi cette incisive surnuméraire. Et on trouve le même cas dans un dessin de Cléopâtre, par exemple, ou toujours dans la chapelle Sixtine, dans la représentation de la Pythie de Delphes. Delphes, on est reparti chez Vermeer. Non, Pythie de Delphes, qui se retrouve aussi avec une incisive surnuméraire. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est n'importe quoi? Non, en fait, ça existe vraiment. Ça s'appelle une mésiodance. Ça touche jusqu'à 1,5% de la population. On serait 100, il y aura peut-être une chance d'en trouver un parmi vous. Là, je ne suis pas sûr, mais vérifiez quand même auprès de votre voisin. On ne sait pas trop comment l'expliquer au niveau étiologie. On suppose que c'est un des facteurs génétiques qui, au niveau de ce qu'on appelle la lamina dans la gencive, qui va fabriquer la dent, ça décode un petit peu et donc du coup, il va y avoir une dent en plus. Ce n'est pas forcément une incisive, ça peut être une prémolaire, ça peut être aussi même une molaire, en fait, les 4e molaires. Et ce phénomène était déjà connu à l'époque de Michel-Ange. Parce qu'en fait, on en trouve la trace dans 2 ouvrages, dont l'un d'un certain Realdo Colombo, j'essaie de prendre l'accent italien, mais ça ne marche pas très bien,
qui est en fait un médecin avec qui l'artiste a disséqué. Donc ça, c'est une première chose. Donc, Michel-Ange connaissait ça. Donc, il ne l'a pas inventé. Il s'est fondé sur des observations médicales, on va dire. Juste pour rappel, la légende comme quoi les dissections à cette époque-là étaient interdites par l'Église-État, c'est faux. Hein. Léonard de Vinci, on a pu en faire plein aussi. L'Église commençait à dire un peu stop quand on commençait, en gros, dans le cas de Léonard par exemple, elle a commencé à dire un peu stop quand il a commencé à aborder les idées de souffle vital et ce genre de choses. L'Église s'est dit, il commence à marcher un peu sur notre plate-bande, on va mettre un peu un frein à ce genre d'activité. Ensuite, la question qui peut se poser, c'est pourquoi Michel-Ange, qui en avait connaissance, l'a représenté, à la fois dans ses tableaux, dans ses peintures et dans sa sculpture. Alors, une hypothèse, c'est que cette incisive surnuméraire briserait une symétrie qui serait une sorte d'équivalent de grâce divine. Donc, en fait, une dent surnuméraire trahirait une sorte d'absence de grâce divine. Chez un démon, il n'y a pas de souci. Normal. Chez Cléopâtre et la Pythie de Delphes, on est avant Jésus-Christ, ça peut se tenir aussi. Mais chez le Christ lui-même, c'est plus compliqué à interpréter. Et donc, certains historiens, ils voient en fait une sorte de symbole du fait que le Christ aurait accumulé tous les péchés des humains. Et en accumulant tous les péchés, il sera retrouvé avec une dent en plus. Interprétation, je vous laisse libre à vous. En tout cas, ça me permet un des plus beaux jeux de mots, que Jésus est mort à 33 dents, et non pas à 33 ans. Merci. Vous m'avez dit 1 heure, ça fait 1 heure. Encore 5 minutes. Ok. Bah, il l'a pas fait non plus partout, quoi. Il l'a fait vraiment sur, que je sache, hein, vraiment sur des êtres à la fois qui, par nécessité, n'étaient pas frappés par la grâce divine, soit parce que c'était des démons, soit parce qu'ils étaient nés bien avant l'avènement de la chrétienté. Donc une signature, je ne sais pas si... je ne sais pas. Pourquoi pas, hein. On continue avec encore au moins un petit dernier. Ah, peut-être 2, parce que je vous ai promis des trucs un peu hard et on n'y est pas encore. Merci. Alors, est-ce que vous savez qui a dit ça? Que peut-il y avoir à dire, je vous le demande, d'un homme que rien au monde n'intéresse que sa peinture et aussi son jardin et ses fleurs? Eh bien, c'est Monet. C'est Monet. Je vous rappelle que cette année, on fête les 150 ans de l'impressionnisme, donc c'était aussi un passage incontournable de ma présentation ce soir. Un peu d'impressionnisme. Et donc c'est Monet, donc le père de l'impressionnisme, il adorait l'horticulture. En fait, de 1883 jusqu'à sa mort en 1926, il a passé son temps dans son jardin à Giverny. Pas très grand, on est sur du 96 arts, dans ce qu'il appelait son clos normand. Et il accueillait tous ses amis, des noms qui résonnent différemment aujourd'hui, puisqu'on a des gens comme Truffaut, Villemorin, qui à l'époque étaient des vrais gens et qui fréquentaient Monet. On trouve aussi d'autres artistes qui étaient très portés sur l'horticulture, comme Caillebotte par exemple. Donc tout ce petit monde-là traînait à Giverny, dans lequel il y avait des glaïeuls, des clématites, des capucines, des pivoines, des passiflores. Et donc tout ça se succédait, s'épanouissait au fil des saisons. Et on trouvait aussi des coquelicots, dont certains d'une espèce qui s'appelle Papaver monetii. Monet, en référence à Monet. Alors, comment on peut d'abord expliquer cette espèce? On va se remettre un petit peu dans l'ambiance à cette époque-là. Donc à Giverny, on a Monet avec ses deux enfants, Michel et Jean, nés de son premier mariage, avec une certaine Camille Dancieux. Et ensuite, on a aussi
Alice Ringot, qu'il a épousée en 92, qui est arrivée là avec ses 6 enfants. Donc cette dame était la veuve d'un certain Ernest Hochdé, qui avait été le premier propriétaire de l'impression Soleil Levant, et qui a en fait un peu abandonné sa famille pour fuir ses créanciers. Il est parti à Bruxelles. Le 6e enfant de ce couple Hochdé, on suppose que ce monsieur Hochdé n'est pas vraiment le père. Il est né dans un train entre Dax et Biarritz, et on soupçonne que Monet en serait vraiment le père. Donc, on a quand même une petite tribu à Giverny. Et on a donc Monet qui se promène, qui est peintre. On a aussi la fille d'Alice Hochdé qui s'appelle Blanche Hochdé, qui était également peintre, plutôt appréciée à son époque. Même Clémenceau l'appelait l'ange bleu. Et donc il faut imaginer ces 2 personnages-là se promener dehors avec leurs chevalets, tubes de peinture, etc. Et par ailleurs, Jean-Pierre et Michel qui herborisent. Donc ça veut dire quoi herboriser? Ça veut dire récupérer des spécimens de plantes et en faire des herbiers, tout simplement. Ils font ça aussi avec le curé de Giverny, qui est l'abbé Toussaint. Et à cette époque-là, c'est vraiment quelque chose qui se fait souvent. Mais eux, ils font ça de façon un peu plus professionnelle, puisqu'ils vont même jusqu'à publier des flores de la région, en l'occurrence la flore de Vernon et de la Roche-Guyon. Le Jean-Michel Hochdé va faire partie de la Société française de botanique. Et donc forcément, dans la région, on a plein de coquelicots. Mais les coquelicots qu'on trouve dans la région, c'est une espèce qui s'appelle papaver roas, qui se distingue par différentes particularités anatomiques. Et dans le jardin de Monet, ils ont fait venir d'autres coquelicots, des coquelicots qu'on appelle des papavers glaucomes. Donc c'est des plantes qui viennent d'Anatolie, comme la tulipe de tout à l'heure. Et il se trouve que dans le jardin, les deux se sont hybridés. Le papaver roas d'une part et le papaver glaucome de l'autre. Cet hybride, qui a été justement identifié par Jean-Michel et Jean-Pierre et Michel, on en trouve aujourd'hui 6 spécimens qui sont dans des herbiers, qui sont donc séchés, etc. Il y en a un au Muséum national d'histoire naturelle à Paris, il y en a un autre à Rouen. En tout, on en connaît 6. En fait, il se trouve qu'il n'y en a plus d'autres. Il n'y a plus du tout de papaver monetii à Giverny et dans la région. On soupçonne que c'est... pourtant, il y a encore du papaver glaucome. Mais il n'y a plus, sans doute à cause de l'usage intensif de pesticides, etc., il n'y a plus ce coquelicot sauvage, en fait, ce papaver roas qui était très abondant à l'époque. Donc voilà. On a un coquelicot qui porte le nom de Monet, qui a disparu aussi vite qu'il est apparu, et on n'en connaît que 6 exemplaires. Alors, on pourrait sans doute le refaire, en fait. Il suffirait de remettre un peu de coquelicot, de mettre du coquelicot commun à côté de celui qui vient d'Anatolie, et de forcer un peu le destin entre les deux. Mais je ne crois pas que ça ait été fait, en fait. Après cette petite pause champêtre et bucolique, oui, sans doute. Bon, après, il faut supposer que... Parce que déjà dans cet hybride, dont on connaît que 6 spécimens, les 2 botanistes dont je parlais, ils avaient quand même distingué 3 sous-types qui répondaient au doux nom de Geniunum, Hirsutum et Chocoidus. Non, il faut que je chope ce lunettes. Rhocoides, voilà. Donc, 6 spécimens, 3 sous-types, ça veut dire que la loterie génétique de l'hybridation n'est pas garantie non plus. Donc, on peut très bien réhybrider ces 2 espèces, mais de là à retrouver l'espèce papaver monetii, c'est pas sûr. Allez, un petit dernier un peu sport. Alors, on va partir à Chaumont-sur-Loire. Je ne sais pas si vous connaissez ce coin.
On est sur les bords de Loire, entre Amboise et Blois. Et chaque année, il y a un festival international des jardins. Donc, donc on invite des équipes de jardiniers paysagistes, etc., à réfléchir et à proposer une création autour d'un thème. Et par ailleurs, depuis quelques années, il y a aussi ce qu'ils appellent sur place la saison d'art, où il s'agit de demander à des artistes, soit émergents, soit éminents, de réfléchir au thème de la nature et de proposer des œuvres. Et donc là, je vais vous emmener en 2020, pardon. À force de parcourir les siècles, je me perds un peu. Donc c'est des œuvres qui ont été proposées par Léa Barbazange. Et donc on est dans de la minéralogie, là, un petit peu. Parce qu'en fait, ce sont des plaques de carbonate de calcium. Donc c'est vraiment le minéral le plus abondant. C'est un minéral très abondant, sinon le plus abondant sur Terre. C'est lui qui constitue le calcaire, les coquilles de petits animaux qui, en sédimentant au fil des millénaires et des millions d'années, vont constituer des craies, ce genre de choses. Donc c'est vraiment un minéral très 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 abondant. Et en fait, ce qu'elle en a fait, c'est qu'elle en a fait des plaques. Là, ça manque un peu d'échelle, mais la plaque est un peu plus haute que moi, quoi. On est sur du 2 mètres, quoi. Et en fait, ça joue sur une propriété du carbonate de calcium qui est la biréfringence. C'est-à-dire qu'un rayon lumineux va être splitté, va être divisé en deux quand il va le traverser. Et en fait, ce carbonate de calcium a un statut historique particulier parce que c'est sur lui que le français René Juste Haüy, c'est en étudiant que ce minéralogiste français a imaginé la notion de maille cristalline. La maille cristalline, qu'est-ce que c'est qu'un cristal en fait? C'est un agencement d'atomes, je sais pas, de chlore et de sodium par exemple dans le sel de table, selon un motif qui va se répéter. D'accord? À la même façon qu'on peut, je sais pas moi, on peut empiler des cubes. D'accord? Si vous ne me suivez pas, là on est entre nous, n'hésitez pas à m'interrompre. Et donc c'est ce René Juste Haüy qui a imaginé et conçu et développé cette idée de maille cristalline. Donc c'est un motif simple qui, en se répétant, constitue un cristal. D'accord? On peut essayer d'imaginer... donc là, on est dans 3 dimensions. Essayons d'imaginer à 2. Imaginez, vous devez carreler votre salle de bain. Avec un seul type, avec des carreaux. Si c'est des carrés, ça va être facile à faire. D'accord? Triangle, c'est faisable aussi. Maintenant, si vous prenez des pentagones à 5 côtés, là, vous ne pourrez plus. En gros, vous ne pouvez pas paver le plan avec des pentagones. Avec des carrés, oui. Avec des triangles, oui. Des losanges, oui. Donc voilà, on peut paver le plan avec différents types de pavés, pas tous. On peut faire la même chose dans l'espace, avec certains types de mailles cristallines, mais pas avec toutes. Et typiquement, on imaginait que ça devait respecter certains degrés de symétrie. Et pour étudier cette symétrie, on fait ce qu'on appelle de la diffraction des rayons X. On prend un morceau de cristal, on projette des rayons X dessus, on regarde ce qui se passe derrière. Si c'est un cristal, on voit une série de points qui sont agencés selon une certaine géométrie. Et à partir de là, on peut déterminer la forme de la maille cristalline à l'intérieur du cristal. Et typiquement, là, ce que je vous ai un peu dit sur le pentagone pour le plan, c'est une chose qu'on n'est pas censé trouver en diffraction aux rayons X, c'est-à-dire un agencement selon une symétrie qu'on va dire d'ordre 5. Et il se trouve que dans les années 80, un certain Dan Shechtman a étudié un cristal, en l'occurrence c'était un alliage d'aluminium et de manganèse, avec cette façon-là, et il est tombé sur quelque chose qui avait l'air de dire qu'il y avait une symétrie de type 5, d'ordre 5 dans son cristal, ce qui était normalement interdit par la théorie. Alors comment on résout ce problème? Tout à l'heure, j'ai parlé de pavage périodique, c'est-à-dire qu'il se répète à infinitum. Et en fait,
un pavage n'est pas forcément périodique. Et du coup, ce n'est plus tout à fait des cristaux, ce sont des quasi-cristaux. Voilà un exemple de pavage. Et on voit bien un petit côté, par exemple, si vous prenez l'étoile du milieu, elle est bien dans le 5, ça s'inscrit dans un pentagone. Et pourtant, rien. En fait, on peut paver le plan avec ces deux types de cristaux. Et de la même façon, dans un volume, on peut obtenir des cristaux qui vont faire apparaître cette symétrie d'ordre de 5. Ça, c'est un pavage qu'on appelle de Penrose, du nom de ce Britannique qui est un peu touche à tout et qui, chaque fois qu'il touche à quelque chose, fait mouche, parce qu'il a aussi eu le prix Nobel il n'y a pas très longtemps pour ses travaux sur les trous noirs, par exemple. Il a aussi proposé des théories en physique quantique pour expliquer l'effondrement des superpositions d'états. Enfin, voilà. Bon, ça, pour le coup, c'est pas encore tout à fait vérifié. Mais voilà. Et donc, pour revenir à Madame Léa Barbazange, une autre œuvre proposée à Chaumont-sur-Loire, c'était ça. Ça s'appelait mica Penrose. Donc, mica, parce qu'en fait, elle a pris des facettes de mica, qui est un autre cristal, mais c'est en l'occurrence du silicate d'aluminium et de potassium, un cristal qui, lui, est périodique, et l'a agencé selon un motif apériodique de cristal, de pavage, de Penrose. Et là, ça ne se voit pas très bien, mais le mica a un petit côté iridescence qui fait que quand vous promeniez devant l'œuvre, ça bougeait un petit peu, c'était vraiment un très bel effet. Un peu comme une bulle de savon, mais sur chaque facette, quoi. Des questions peut-être? Pardon? Oh, moi j'en ai encore plein, hein, je peux tenir encore 2 heures. Hein. C'est vous qui décidez. Je peux rester sagement mon pupitre et utiliser celui-là. On peut faire ça, je ne sais pas si celui-là, on l'allume, on verra bien. Alors, est-ce que, merci beaucoup pour cette présentation, c'est quelques exemples qui représentent assez bien ce qui est le contenu du bouquin, dont je me rappelle en tout cas. Alors, il y a juste un truc que je ne crois pas que ce soit apparu dans le bouquin que tu as édité. Ce qui m'avait aussi frappé, c'est que ça peut vraiment souvent aller dans l'autre sens, enfin parfois aller dans l'autre sens. Tu disais, mais par exemple, certaines œuvres d'art peuvent être utilisées par les scientifiques pour remettre en cause des choses qu'on pensait. Par exemple, il y avait l'exemple de l'aubergine dans mes souvenirs, où justement, ça c'était intéressant. Du coup, ouais, dans le micro. Effectivement, on peut utiliser des tableaux de plantes et de variétés botaniques pour retracer un petit peu les étapes de la domestication, par exemple. Je pense que c'est cet exemple-là, fait allusion. Mais on peut même aller plus loin, en fait, d'utilisation de l'art par les scientifiques. Par exemple, on peut très bien suivre la pollution en analysant des tableaux de Turner. La pollution par des microparticules, ça se fait en examinant la proportion de teintes de vert par rapport au rouge. Et de là, en suivant l'évolution de cette proportion à travers l'œuvre de Turner, en l'occurrence, on arrive à suivre l'évolution de la pollution en Grande-Bretagne. Ou on peut faire ça aussi avec des toiles de Canaletto à Venise, en suivant les différents... Lui, son truc, c'était de peindre le Grand Canal, la place Saint-Marc, etc. On ne peut pas lui en vouloir, hein, c'est très très beau. Mais du coup, en analysant vraiment finement toutes ces œuvres, on arrive à suivre l'évolution de la pollution et de l'eau, de l'atmosphère à Venise, par exemple. Oui, c'est vrai, c'était des exemples que je ne connaissais pas. C'était vraiment amusant, je trouvais, que les scientifiques parfois utilisent leur représentation picturale pour tester des choses ou remettre en cause des choses. C'était vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Moi, j'en avais une, du coup, peut-être pour commencer. C'est donc là, tu as présenté beaucoup de cas d'interaction, que je vais dire positive ou synergique entre art et science.
Je me demandais si tu avais en tête des exemples un petit peu d'antagonisme aussi, c'est-à-dire où, par exemple, les artistes, par exemple, peuvent représenter une sorte de rejet de la science ou de la technoscience. Alors, je pensais peut-être plutôt du XXe siècle, mais je me demandais si éventuellement c'était pas potentiellement plus vieux. Et inversement, est-ce qu'il n'y a pas des courants scientifiques ou des pensées scientifiques qui ont plutôt tendance à rejeter une certaine pensée artistique des choses, ou est-ce que tu n'as pas des exemples comme ça ou... Alors, par exemple, à ta question, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les tableaux de Dali sur la théorie atomique, par exemple. Et j'ai pas l'impression qu'ils aient été enchantés des développements de la physique atomique et de tout ce que ça a pu créer ensuite, par exemple. Une des premières choses qui me vient à l'esprit. Ensuite, d'antagonisme qui transparaîtrait finalement dans... J'imagine peut-être des courants tels que le symbolisme, par exemple, ou les pré-raphaélites, des choses comme ça, qui sont vraiment très, très ésotériques, par exemple, des choses comme ça. Peut-être que, dans le fond, il y a un peu de côté un peu romantique qui rejetait une certaine connaissance du monde. Peut-être qu'il y avait ça un petit peu derrière. Parce que pour le coup, on peut même... Décidément. Là, ça me fait penser... Donc, de courants artistiques qui auraient plutôt une vision négative par rapport à la science. C'est une question que j'avais, ou même des œuvres précises, hein, mais c'est vraiment... Non, mais je réfléchis. Non, c'est sans doute à travers professionnel, mais j'ai plutôt tendance à trouver des courants où c'est les deux qui vont s'associer, comme le futurisme en Italie, ou des choses comme ça, où ça va être l'éloge de la machine et de la vitesse. Typiquement, le tableau de Turner avec le fameux, avec la locomotive là, qui sort du brouillard, on pourrait se poser la question de dans quelle mesure pour lui, c'est une vision positive, typiquement de la technoscience, ou c'est une question qu'on pourrait se poser en tout cas. On peut se la poser, mais alors, pour le coup, j'ai pas la réponse. Non, mais voilà, c'était juste une question comme ça, parce que j'ai également aussi, moi, je suis plutôt un scientifique et parfois ça m'arrive d'entendre des choses de l'autre côté, c'est-à-dire eh bien, quand un collègue scientifique rejette ce que tu racontes en tant que scientifique aussi, eh ben, on peut te sortir des arguments du genre, mais toi, ce que tu fais, c'est de la poésie, par exemple. Et donc, du coup, si c'est de la poésie, tu vois, donc, du coup, il y a aussi des antagonismes potentiellement dans l'autre sens. Alors, pour le coup, à la réflexion, là, je pense à Théodore Rousseau, en fait, dont on trouve, en plus, qui est exposé en ce moment au Petit Palais à Paris jusqu'en juillet, je crois. Et en gros, lui, c'est pas vraiment contre la science, mais c'est un peu contre la surexploitation forestière. Et en gros, en remuant ciel et terre, en faisant jouer tous ses contacts dans la noblesse, etc., il a finalement réussi à faire créer la première réserve naturelle pour éviter que Fontainebleau soit surexploité par l'ancêtre de l'ONF, en fait. Et en fait, la première réserve naturelle en France, elle était à visée artistique, pour un peu freiner les ardeurs de l'exploitation du bois. Donc ça peut être un élément de réponse. Parce qu'il y a un peu une vision un peu mystique de la forêt par Théodore Rousseau, etc. Donc ça peut rentrer. Oui, puis c'est aussi un truc, bon, c'est des choses qu'on retrouve tout à fait aujourd'hui dans les penseurs du végétal, comme Emmanuel Lecocha, des choses comme ça. Ou même ce que je disais tout à l'heure sur le boulot, c'est que et c'est ce qu'on voit chez Rousseau, c'est que l'arbre est pris en tant qu'individu. Mais Courbet avait fait ça avec son chêne, Corot aussi, une sorte d'individualisation, et finalement un rapport à la nature qui est peut-être une bonne idée de retrouver aujourd'hui, si on en croit ce que racontent Descola et ses enfants. On a peut-être une histoire de l'antagonisme entre art et science à écrire, du coup, on va trouver peut-être des idées pour le futur. Pardon, Bernard. Merci. Moi, je prendrai le dernier exemple sur la Cristallo d'une façon tout à fait autre. C'est-à-dire que les paveurs islamiques ont fait beaucoup de pavages, et c'était des techniciens, et ils faisaient ils faisaient des pavages, des mosaïques, des pavages avec des petits carreaux, des petites formes géométriques, et à l'Alhambra de Grenade, XIIIe siècle, on trouve absolument tous les réseaux plans qui ont été déterminés par Bravais en 1848. Mais ce qui est marrant, c'est comment la science a oublié ces paveurs. Parce que si on va en Iran, à Tabriz, à Mararé,
on trouve des pavages qu'on appelle maintenant des pavages semi-périodiques. Ils sont réalisés réellement, ils sont encore visibles. Si on voit Dürer, Dürer nous apprend à dessiner des roses et il y a des pavages semi-périodiques. Et d'autre part, Penrose les avait inventés aussi avant que Schlechtmann voit une diffraction pentagonale. Ah, j'ai pas mis de chronologie entre les deux. Donc là, il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est que les pavages semi-périodiques étaient réalisés techniquement par les paveurs musulmans de l'Iran au XIIIe siècle, étaient réalisés au XVIe siècle par Dürer, et les scientifiques n'ont pas du tout mordu là-dessus, parce qu'il n'y avait pas de forme naturelle des cristaux qui était effectivement pentagonale ou d'ordre supérieur à 6. Alors, mais la possibilité de pavage existait. Et on ne s'y est pas intéressé du tout. Et là, c'est marrant de voir comment l'art, le pavage, les techniques, Dürer, Penrose, dans ses compositions, ou bien Escher, étaient allés plus loin que le dénombrement qui a été repris avec les expériences de Schlechtmann, qui a d'ailleurs été foutu dehors de son labo initialement, parce qu'il voulait affirmer ce réseau pentagonal. Donc c'est marrant là, comment l'art n'a pas nourri les sciences, parce que les sciences avaient besoin de leur propre rationalité. Bon, puis il y a un tout petit truc, c'est que Haüy n'a pas du tout fait des mailles. C'est Bravais qui les a fait. Simplement, Haüy, il a envisagé des rhomboèdres de clivage, ce qui est différent, des molécules intégrantes. C'est-à-dire qu'il possédait toutes les propriétés du cristal sans en avoir la consistance. Il n'y a pas vraiment de question là-dedans. Non, c'est juste c'est un Armède qui a commencé sa vie sur les cristaux et la cristallographie, donc je connais un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques, Daniel? On trouve aujourd'hui donc dans l'art contemporain, on trouve on va appeler ça des duos vraiment d'artistes et de scientifiques. Typiquement, l'exemple que je donnais tout à l'heure, mais ils ont échangé pendant plus de 2 ans. Voilà, c'est ça, qui travaillent vraiment en duo et pendant des années, parfois ensemble. Je me demandais, est-ce que ça a existé, ça, à une époque plus ancienne, en fait? Est-ce qu'on sait s'il y a des peintres, par exemple, qui étaient proches de scientifiques? Turner et Faraday, par exemple, ils étaient très potes. Ouais, alors c'est quand tu as parlé de ça, effectivement, je me suis demandé, ils étaient vraiment très proches, en fait. Ouais. Ah ok, je savais pas non plus ça. Oui, le pointillisme doit beaucoup, d'accord. Donc, du coup, ça a toujours existé, quoi. Enfin, quelque part. Il y a peut-être différents niveaux, il y a peut-être côtoyer et puis travailler ensemble, c'est pas vraiment la Oui, même il y a plusieurs degrés, quoi. Il y a différents degrés, tu vois. Côtoyer et travailler vraiment ensemble sur un même projet, il y a degré de différence, quoi. Il y a toute la gamme. Dans l'exemple Signac-Chevreul, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que Chevreul travaille au Gobelin et donc étudie les couleurs produites par les tapisseries, qui sont des œuvres techniques, à distance. Donc il invente la synthèse partitive en observant des tapisseries. Et ensuite, Signac lit Chevreul et fait ses tableaux pointillistes en expliquant sur Chevreul et en oubliant la tapisserie. C'est marrant aussi, ça. Et du coup, en dehors des peintres, les sculpteurs, par exemple? Les sculpteurs,
photographe, j'ai moins d'exemples. Mais dans ce que je disais au tout début, où les gens s'emparent un petit peu de biologie, de génétique, etc., il y a un groupe, un duo qui s'appelle Art Orienté Objet, me paraît assez intéressant à creuser. Oui, ils font ça aussi, ils font vraiment des partenariats solides avec des chercheurs. Voilà, qui d'autre par exemple, ça peut être aussi... comment elle s'appelle Manon Langevouer, Manon Langevouer, qui est une photographe bretonne, qui a passé un nombre de mois incalculable sur la goélette Tara, et qui a ressorti de là avec une œuvre basée sur la pollution en microplastique, par exemple. En plus, elle commence une expo bientôt à Vannes, si jamais le chemin vous mène là-bas. Après, il y a aussi pas mal de relations entre... Alors, c'est peut-être moins de l'art, mais c'est peut-être plus de l'artisanat. Mais typiquement, tu parlais du muséum, tu as parlé du muséum plusieurs fois, mais il y a beaucoup de graphistes ou de dessinateurs ont été employés au muséum pendant très longtemps pour dessiner justement les planches. Et parfois, c'est des vraies œuvres d'art, hein, les planches. Avec les soucis que ça peut entraîner, genre Haeckel qui a poussé un peu trop loin, par exemple. En gros, l'ontologie récapitule la phylogénie, et du coup, on va faire en sorte que mes dessins collent à cette idée-là. Très beau slogan, mais ça marche pas, quoi. Quand la légende est plus belle que l'histoire, on publie la légende. Dans des couples célèbres, il y a aussi les deux frères Escher, puisque Escher, le graveur, est le frère d'Escher, cristalographe. Et en fait, les premiers dessins d'Escher, c'est des déclinaisons de schémas cristallographiques. La station est surtout en bas, là-haut. C'est pas une question. Pas de question. Au revoir, merci. Ah pardon, Daniel, tu voulais rajouter quelque chose, c'est ça? Il y a aussi des... Alors c'est un point de vue un petit peu différent, mais il y a des artistes qui ont été inspirés par la science, vraiment. On parlait de Dali, par exemple. Dali, lui, dès qu'il y avait un truc... parce que là, j'ai parlé de... non, du coup, j'ai pas fait mon Dali, moi. Genre celui-là. Ouais. Non, voilà. Avec le patron d'un hypercube. Donc ça, par exemple, oui. Mais Dali, là, donc, tout à l'heure, je parlais de la théorie atomique, par exemple. Il a aussi peint un truc qui s'appelle acide désoxyribonucléique. Il s'est aussi... alors là, je ne me demandais pas de quoi il s'agit précisément, mais il s'est aussi attaqué à la théorie des catastrophes de René Thom dans un de ses tableaux. Il est très proche de René Thom. Oui, en gros, la légende veut que dès qu'il rencontrait pas quelqu'un de nouveau chaque jour, il n'était pas content, quoi. Et il a pas mal côtoyé Duchamp, qui a été un petit peu, sans doute, au moins un temps, un guide, parce que Duchamp était vraiment très, très fort. Je me suis jamais affronté à cette œuvre-là, mais il paraît que dans le truc qu'il y a à Philadelphie, la mariée mise à nu par les célibataires même, c'est du point carré, quoi. Mais je sais pas encore par quel sens le prendre, celui-là. Oui, le nu descendant l'escalier, qui est Une décomposition. Oui, on dirait du Muybridge quand il examine le galop d'un cheval, par exemple, quoi, pour décomposer le mouvement. Ou ça, et ça préfigure presque le cubisme, en fait. Sauf que là, c'est temporel, alors que le cubisme, c'est plutôt spatial, quoi. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, remarques? Bien, encore merci Loïc. Merci à nous. Et puis à bientôt.